Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Replay, sur Histoire Explore, avec l'émission dédiée à l'hebdomadaire Hebdo Explore. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc une émission qui revient chaque semaine et qui est consacrée à l'actualité, qui peut parler d'histoire, qui peut parler d'actualité du monde, et bien sûr du gaming, donc du jeu vidéo, car le jeu vidéo c'est la vie. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, en particulier, que cette émission va vous plaire. Donc n'hésitez pas à la commenter sous la vidéo ou dans le chat pour ceux qui sont présents, parce que l'émission est en live aussi sur Twitch. Généralement, c'est plutôt le vendredi, donc matin ou après-midi, ça dépend des dispos, ou parfois le soir, soyons fous. Donc c'est la RTBF qui nous apprend cette histoire un peu curieuse, où Sega fait la police en particulier autour de ces prototypes, autour de ces anciens jeux qui ne sont pas forcément sortis dans le commerce. Donc vous avez Sega qui, comme le dit l'article, alors pour ceux qui écoutent aussi cette émission en podcast, parce qu'elle est aussi disponible en podcast, vous n'avez pas l'image où on voit un policier anglais grimé avec une tête de Sonic par le site de la RTBF belge. Donc Sega aurait envoyé un raid policier chez un kidam pour récupérer du matériel dont pourtant l'entreprise Sega se serait débarrassée. Alors c'est une histoire un peu particulière. On a donc un revendeur de jeux vidéo, anciennement de matériel de jeux vidéo, parce que bon, Sega maintenant ne fabrique plus de hardware. Sega c'est l'amour de jeunesse de beaucoup de gamers. C'est la Mega Drive, le Master System, c'est la Dreamcast également. Et donc là on a plutôt une entreprise aussi qui défend sa propriété, mais qui la défend d'une manière un peu maladroite, comme vous allez le voir. Donc vous avez un revendeur britannique qui a été perquisitionné au petit matin par la police de son pays, qui est venu saisir chez lui des kits de développement, des cartouches de jeux vidéo. Alors on peut se dire, est-ce que parce que ce revendeur-là les avait volés, les avait subtilisés? Vous allez voir que c'est plus malin que ça. Donc la personne forcément porte plainte, je crois. Il accuse, donc il a essayé de remuer un peu les internets par rapport à ce qui lui est arrivé chez lui, ce pauvre kidam. Et donc les forces de l'ordre sont intervenues sur demande de Sega pour récupérer ce matériel-là. Alors les kits de développement, pour ceux qui ne le savent pas trop, ce sont les éléments matériels qui permettent de développer des jeux vidéo, que fournissent bien souvent les constructeurs de consoles de jeux, Nintendo, Microsoft, etc., pour que les jeux puissent tourner en fait sur leur machine. Et donc, quand les studios n'en ont plus besoin, au lieu de les stocker, au lieu de les donner à des musées ou à des associations, on met au rebut, c'est-à-dire certains se retrouvent directement à la poubelle. Alors c'est une perte en tant que telle, parce que ça fait partie quand même d'une histoire du jeu vidéo. Et donc vous avez des passionnés qui essayent de les retrouver, parce que ça coûte très très cher, bien entendu. Et puis parfois, dans ces kits de développement, on retrouve aussi des jeux qui ont été en cours de développement et qui n'ont pas été tout simplement à terme du développement, n'ont pas été commercialisés. Donc ce sont vraiment des pépites en quelque sorte également pour les collectionneurs. Alors, notre internaute britannique qui a été perquisitionné par la police de son état indique que ce matériel-là, il l'avait trouvé dans une décharge, et notamment un très gros lot dont la société Sega s'était manifestement débarrassée. Donc des kits de développement qui concernent plusieurs consoles Nintendo, donc DS, 3DS dans l'article, Wii U également, et des centaines de cartouches qui avaient servi à faire fonctionner en fait ces kits de développement autour de jeux en cours de production. Donc des versions de jeux non achevées. Donc là, c'est vraiment un élément qui intéresse au plus haut point les collectionneurs, car ces jeux-là, bien sûr, ne sont pas sortis dans le commerce. Donc ce fameux lot que ce vendeur s'est fait subtiliser, donc il y a une association qui est dessus aussi, pour pouvoir aussi le récupérer. Alors pour pas que ça soit revendu et pour qu'il y ait une possibilité de le partager, on est bien dans une démarche muséale en particulier. Donc voilà, vous avez ça agite plusieurs intervenants, cette affaire. Alors, vous avez une histoire qui est folle quand même. Il est allé dans une déchetterie, il a récupéré donc ce lot afin de le revendre sur Internet. Et en fait, c'est parce que ce vendeur a mis cette annonce sur Internet qu'il a attiré sur lui notamment l'intérêt de la société Sega, qui aurait missionné un détective privé qui se faisait passer pour un racheteur potentiel et en fait qui avait été missionné par Sega. C'est une histoire qui est complètement folle quand même. Et donc, la maison de l'acheteur ensuite est perquisitionnée par la police parce que simplement le détective a seulement relaté le lot qui était en question, qui était chez ce revendeur privé en fait, qui avait été saisi dans une décharge. Donc il a dit que j'ai été réveillé à 7h30 par un lourd coup sur ma porte. 10 officiers de police de Londres me sont tombés dessus. État d'arrestation pour blanchiment d'argent, rien que ça. Et donc ils ont saisi les cartouches et les kits de développement.
Et donc c'est vrai qu'il se pose cette question-là quand vous avez un élément qui est jeté dans une décharge publique, à qui appartient ce qui est jeté? Est-ce que c'est au lieu dit où se trouve la décharge? Est-ce que l'ancien propriétaire a toujours un regard dessus? Quand c'est dans une poubelle qui est sur la voie publique, quiconque peut regarder ce qu'il y a dans la poubelle. Hein. C'est comme ça que d'ailleurs les détectives au départ faisaient, hein, avant que les poubelles soient collectives. Pour trouver des éléments de preuve, notamment dans le cas d'affaires de divorce ou autres, ou parfois même d'espionnage, hein, les poubelles, une fois sur la voie publique, pouvaient être fouillées et c'était pas du tout illégal. Donc peut-être qu'en Angleterre c'est différent. Alors, autre élément qui est surprenant dans cette affaire, c'est que la police a perquisitionné, mais le vendeur anonyme se demande si la perquisition est bien officielle en fait. Et donc il déclare n'avoir reçu qu'une photocopie d'un brouillon qui indique que les parties privées sont une société d'investigation et des représentants de Sega. Donc il a envoyé de nombreux courriers juridiques à l'entreprise japonaise pour se plaindre, cité dans 6 plaintes distinctes dans le cadre d'un protocole préalable à une action en justice. Ah ouais, donc il menace carrément la société face à cette perquisition qui est jugée illégale. Hein. Et c'est pour ça qu'il raconte l'histoire aux médias, bah oui, pour faire pression sur Sega. Alors je sais pas ce que vous en pensez, c'est une histoire qui est quand même assez incroyable, hein, qu'un constructeur de jeux vidéo arrive à déclencher une action policière pour récupérer des éléments qu'il a pourtant jetés, qu'elle a négligemment jetés. Je soupçonne désormais qu'ils sont peut-être détruits, donc ce qui a été récupéré, donc pour lui ça va être une perte sèche. Hein. Et donc, comme le dit le vendeur, donc le revendeur, si le public apprenait que Sega avait utilisé la police pour saisir des biens que j'avais légalement achetés, donc il les a achetés en fait dans la décharge ou à la personne qui gère la décharge, dans le seul but de les détruire, le scandale serait indéniable. Bah oui, parce qu'il y aurait une destruction d'une propriété intellectuelle qui appartient à Sega, mais cependant qui fait partie de l'histoire. Qu'est-ce que Sega peut craindre que des kits de développement d'anciennes consoles qui ne sont plus en plus vendues, la 3DS, la DS, donc les consoles portables de Nintendo bien avant la Switch, la Wii ou encore la Wii U. Mais c'est vrai que leur place, hein, personnellement, devrait être dans un musée, hein, ça c'est une évidence, hein, c'est-à-dire pour permettre à tous de pouvoir en profiter. Hein. Donc une histoire un peu incroyable dans ce premier sujet de l'hebdo, hein. Sega qui fait la police, hein. Sega Police, tiens donc, ce sera un nouveau jeu ça, avec un beau Sonic en uniforme de police londonien là. Alors, hop. Donc une histoire un peu folle, hein, un peu rocambolesque. Alors, pour le deuxième sujet, on peut continuer un peu dans des affaires un peu rocambolesques, quelque chose un peu des histoires du monde. Alors, on revient donc deuxième sujet après avoir vu Sega Police. On va s'intéresser à Nintendo qui aime beaucoup trop la moulaga avec ses Game Key Cards. Alors vous savez que sur cette chaîne-là, les Game Key Cards, ça énerve énormément la personne qui vous parle derrière ce micro. C'est-à-dire ces cartes qui permettent tout simplement d'avoir un jeu en physique dans une boutique, sauf que quand vous achetez cette belle boîte avec la cartouche à l'intérieur, la cartouche ne contient pas de jeu. On a du joli plastique avec tous les éléments liés au développement durable. Des fois, ça fait un peu doucement rigoler. Et donc, la cartouche, elle contient juste un code de téléchargement. Donc, vous téléchargez votre jeu pour le rapatrier sur votre console. Vous prenez de la place sur la mémoire de la console interne, forcément. Donc, le jeu, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas le laisser autant de temps que vous voulez comme une mémoire classique, parce que forcément, la mémoire de la Switch est forcément limitée. Et surtout, le gros problème de ce système-là, c'est que le jour où Nintendo ferme les serveurs, votre Game Key Card, vous êtes bien content, vous avez un joli plastique dans votre poche qui sert strictement à rien. Alors cette Game Key Card, ici, on les a souvent dénoncées, et je suis pas le seul, parce que maintenant, vous commencez à avoir une cabale des développeurs de jeux vidéo, notamment au Japon, qui sont pas très contents de ce système qu'a mis Nintendo pour essayer de ménager la chèvre et le chou. La chèvre, c'est-à-dire se faire de la moulaga avec du dématérialisé progressivement et aller vers un full démat qui intéresse davantage le constructeur de Kyoto, dans le sens que une fois que vous faites du full démat, vous n'avez plus besoin de magasin pour vendre vos jeux. Par contre, pour vendre des consoles, là, il y en aura toujours besoin. Donc, c'est pour ça que vous avez ce système bâtard qui permet à la fois à la grande distribution qui distribue les consoles de Nintendo d'avoir des produits Nintendo dans ses rayons pour attirer le chaland quand ils achètent leurs poireaux, leurs carottes. Hop, ils mettent une Switch dans le panier. Et également satisfaire des développeurs aussi en leur proposant de payer moins cher ce support-là pour mettre leurs jeux dessus. Sauf que
vous allez voir qu'il y a quelque chose qui pose problème. Les nouvelles machines simulent l'ensemble des acteurs. C'est vrai que quand vous avez une nouvelle console de jeu qui sort, généralement, eh ben, vous avez une sorte d'engouement pour cette console, et puis également qui amène un engouement sur les premiers jeux qui sortent sur ces consoles. C'est pour ça que vous avez des éditeurs, des petits malins, qui, lors des lancements des consoles ou dans la foulée du lancement, mettent le paquet pour balancer leurs jeux dessus, même des jeux bien moisis de précédentes générations, pour justement essayer d'avoir ce petit engouement et vendre des jeux. On a tous connu ça. Pour ceux qui ont connu les jeux vidéo dans les années 90-80, les premiers jeux que vous achetiez étaient généralement pas forcément les meilleurs jeux, à part les jeux du constructeur. Alors pour pas citer par exemple Nintendo, hein, mis à part cela, le reste généralement c'était pas forcément des super bons jeux. Donc là on a des développeurs qui estiment que l'engouement pour la console n'a pas été lié à leurs attentes, hein. Ils ont été un peu déçus, et ça serait la faute en partie, hein, à ce format de distribution imposé par la Switch 2 qui est ce fameux Game Keycard. Alors ces Game Keycard, hein, bon je l'ai expliqué en début, hein, personnellement moi je suis contre, hein, acheter une boîte avec un jeu dedans, une cartouche, et sur la cartouche vous avez juste un code de téléchargement, c'est un scandale. Salut à ceux qui viennent d'arriver, salut Mimi. Bon Mimi, café pour toi aussi. J'espère que vous allez bien. Là, on est sur un sujet assez hot, là, hein. Donc, accrochez-vous bien. Donc, les développeurs, ils sont pas bien contents de ce système-là. Alors, parce que tout simplement, Nintendo propose deux formats. Une grosse cartouche de 64 Go. Donc là, où vraiment, on peut mettre le jeu, vraiment une grande partie du jeu, voire carrément le jeu en entier sur la cartouche. Vous avez notamment CD Projekt, nos amis polonais, donc les papas de Witcher et surtout de Cyberpunk, qui ont choisi ce dispositif-là, et ça a été un carton en termes de vente. Et puis vous avez d'autres cartouches, avec un support plus restreint, beaucoup plus restreint, et qui coûte moins cher, mais qui entraîne un téléchargement. Alors, le jeu n'est pas sur la cartouche. C'est juste un code qui permet d'aller chercher le jeu sur un serveur, et tu rapatries le jeu sur ta console et non pas sur la cartouche. Parce que ça, à la limite, on pourrait se dire, si ça se rapatrie sur la cartouche, après je l'ai le jeu. Et donc on dépend toujours de serveurs. Et donc pour ceux qui ont connu le serveur Nintendo DS ou 3DS, le jour où Nintendo a fermé ces serveurs-là, et ben si vous ne les aviez pas téléchargés sur vos consoles, c'était fini. Et si vous effaciez votre console pour la reformater parce qu'elle a un problème logiciel, et ben c'est fini, vous n'avez plus le jeu. Voilà, c'est ça l'intérêt des magasins dématérialisés. Alors, ce processus de Game Keycard donc énerve les développeurs, hein, qui indiquent que par ce projet-là, ce processus-là, ben en fait vous avez des acheteurs qui les achètent pas tout simplement. Alors, parce que les joueurs le perçoivent d'une manière négative, je pense que vous avez compris qu'ici, on était un peu en opposition avec Nintendo. Alors, Demonix Machina, 72% des ventes en boîte se sont faites sur Switch 2, mais au Japon, où le titre était vendu en carte clé, donc en Game Keycard, seulement 40% des ventes. Donc vous avez des jeux qui sortent sur deux supports, certains développeurs ont compris que ça pouvait leur coûter cher, donc vous l'avez en full, c'est-à-dire entier, pas besoin de télécharger quoi que ce soit et de l'avoir via un serveur. Et donc quand c'est que un Game Keycard, ben ça se vend moins. Moi franchement je suis vraiment attaché au physique, je pense que vous le savez, hein, c'est vraiment pour moi un patrimoine, parce que le jeu vidéo est un patrimoine, c'est une transmission d'un élément qui peut être très ancien, maintenant plus de 40 ans pour les premiers jeux vidéo, et ce système-là tue cette transmission. Parce qu'il dépend d'acteurs extérieurs. Alors, vous pouvez me dire aussi, mais si t'as pas la console, petit malin, comment tu fais pour faire tourner ces jeux-là? C'est vrai, on dépend d'éléments matériels. Mais ces éléments matériels, ils peuvent être réparés plus facilement, et ils peuvent tout simplement avoir une durée de vie beaucoup plus longue qu'un simple serveur qui va fermer dès qu'un constructeur estime que ça lui coûte trop cher et qu'il n'a plus aucun intérêt à le gérer. Ouais, franchement, quand on voit ce qu'ont fait les personnes qui ont développé l'émulation des ROM, grâce à eux, vraiment littéralement, grâce à ces développeurs passionnés, à ces collectionneurs passionnés, même des techos, quoi. Grâce à ces personnes-là, on peut de nos jours avoir des jeux qui ont disparu du commerce, qui ont disparu du catalogue de bon nombre de constructeurs. Et c'est vrai qu'il y a une transmission qui se fait, certes par dématérialisé, mais qui est permise. Et c'est pour ça que le démat, moi je suis pas entièrement contre, dans le sens quand il y a une possibilité de retrouver ces éléments-là et qu'ils soient vraiment
sur plusieurs supports, pas que sur un seul. Parce que le monopole, c'est jamais bien bon. Et la revente des Game Key Cards, oui, est possible, mais dépendant toujours de ce lien que tu as avec la personne qui possède le serveur. Alors Bloomberg indique que pour les jeux Nintendo, la solution des cartes clés ou des Game Key Cards, c'est avant tout de la moulaga. Donc les jeux modernes pèsent souvent plusieurs dizaines voire centaines de gigaoctets. La mémoire flash utilisée par les cartouches coûte bien plus cher que les disques optiques des consoles concurrentes, comme par exemple Sony pour pas le nommer. Donc, et ça c'est un choix de Nintendo, hein. Je vous rappelle que Nintendo, ils préfèrent les cartouches parce que c'est plus difficilement copiable. Il y a moins de piratage possible avec un support cartouche. Souvenez-vous, alors là, on va faire une petite parenthèse. Là, c'est le vieux daron qui va parler. Ouvrez, prenez votre camomille. Papy daron, explique-nous comment c'était les cartouches. Pourquoi Nintendo n'est pas passé au CD? Alors, moi, je suis une génération qui a connu vraiment la massification des jeux vidéo depuis les années 80, donc 70-80. Donc, Nintendo a toujours refusé de passer au support optique, quoi, a vraiment freiné des 4 fers ou des 4 katanas, si on peut prendre un analogisme oriental, donc pour pas passer au disque optique. Donc, c'est-à-dire que quand Nintendo a fait la Super Nintendo encore sur cartouche, le support optique commençait à se développer, Sega avec son Mega CD, NEC, qui est le premier également à se lancer dans le support d'un CD-ROM en particulier, et Nintendo n'a pas aimé. Pourquoi ? Pourquoi ce support ne posait question? Et même pour dire, ça va très loin, hein. Autre anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, Nintendo, pour trouver un successeur à la Super Nintendo qui est sortie en 91-92, a fricoté avec un autre constructeur japonais, de Tokyo également, et donc qui avait une certaine avance dans les supports CD-ROM et CD audio en particulier, c'est bien entendu Sony. Et donc Nintendo, dans cette volonté de trouver un successeur à sa Super Nintendo, mais tout en gardant peut-être la Super Nintendo, hein, c'est-à-dire avec un add-on qui se greffait sous la console. C'est pour ça que sous les Super Nintendo, quand vous les retournez, vous avez une nappe qui est dessous, hein. Moi, quand j'étais gamin, je comprenais absolument pas à quoi pouvait servir ce connecteur qui était sous la console avec des broches bien spécifiques. Ben, en fait, c'était pour rajouter tout simplement un autre matériel, un peu comme le Mega CD, où on empile comme ça une Mega Drive sur un support CD, et puis ensuite on met le 32X dessus. Enfin bref, les Japonais sont fanatiques de ces objets qui se plug-in là comme ça, les uns dans les autres, et puis ça vous fait une console qui est comme ça, quoi. Donc Nintendo a pensé à cette idée-là pour vraiment étendre la vie de sa Super Nintendo avec une machine qui se grefferait dessous et qui aurait un support optique. Et donc, ils ont commencé à travailler avec Sony. Et donc, tout passait pour le meilleur du monde. Pour ceux qui avaient lu la presse à cette époque-là, moi je me souviens, on dévorait dans les joypads, dans les consoles plus, donc la presse papier de l'époque, jeux vidéo, donc des articles où on nous montrait cette Super Nintendo PlayStation, donc c'est-à-dire Sony, avec Sony, etc. Donc c'était la Play Nintendo. Quand il y avait un nom, c'était pas encore peut-être PlayStation. Et donc ce projet-là, pourtant, a été complètement arrêté. Nintendo a décidé de laisser tomber Sony. Donc ça a été fait lors d'un, c'était pas lors d'un E3 ou peut-être une cérémonie publique en tout cas, où Nintendo a dit qu'ils changeaient complètement leur braquet. Sony n'a pas été trop au courant, ça s'est fait vraiment à l'arrache, et ils ont basculé sur un autre constructeur de CD qui était Philips, et donc ils ont développé ces grandes versions. Ces grandes versions qui font vraiment mal à ceux qui aiment le jeu vidéo, de Zelda sur CDI, donc la nouvelle machine de Philips. Les Zelda, je crois que c'est les plus moisis qui puissent exister. Ils sont nuls, mais vraiment, c'est moche. Link, il fait super méga peur. On dirait un vieux pervers. Bon, enfin bref, tout ne va pas dans cette version de Zelda qui a été portée sur cette nouvelle console de Philips. Mais donc, Nintendo a fait ça parce qu'en fait, ils se sont rendus compte d'une chose. Et c'est là que vous voyez que Nintendo, c'est une société, peut-être, on parle toujours du petit artisan, mais qui aime beaucoup la moulaga. C'est que quand Nintendo, en fait, sortait des consoles, il imposait son support cartouche aux développeurs et aux éditeurs qui voulaient publier des jeux sur ces consoles. Et bien sûr, il se faisait des royalties sur chaque cartouche vendue, parce qu'il obligeait un format propriétaire à être utilisé. Quand Nintendo a commencé à fricoter avec Sony, ils se sont rendus compte progressivement que Sony, ils étaient très intéressés de mettre un pied dans le jeu vidéo, donc bénéficier de l'expérience de Nintendo, et que les royalties pour les supports optiques, bah, ça allait changer.
c'était Sony qui allait prendre sûrement le dessus sur Nintendo, étant donné que c'est eux qui amenaient cette technologie-là. Donc on pense qu'une des raisons de la rupture Nintendo-Sony, et c'est pour ça que Sony après est parti sur le projet PlayStation, et Nintendo, là je pense qu'ils ont dû bien se manger les moignons, vous avez un élément qui est lié à ce support-là. Et donc forcément, si Nintendo est toujours sceptique avec le support optique, alors il y a eu l'expérience de la GameCube où vous avez une console qui a un support optique en tant que tel, mais encore un support optique propriétaire, pas un support CD audio. Les disques de GameCube étaient des mini DV hein, qui étaient à peu près gros comme ça. Toujours aussi pour éviter aussi le piratage, parce qu'à cette époque-là se développent les graveurs, donc fin des années 90. Hein. Et donc là, ils sont revenus avec la Switch avec des supports cartouches, donc là, bien propriétaires en particulier. Donc les éditeurs doivent passer par ce support-là, ou tout le démat s'ils veulent mettre leur jeu qu'en démat. Mais comme on l'a vu, quand vous vendez votre jeu qu'en dématérialisé, sur console, hein, je ne parle pas de PC, parce que PC c'est un écosystème qui est encore différent. C'est vrai que les PC, les supports boîtes, ils ont complètement disparu. Et moi, je suis déçu de ça, franchement. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemblait une belle boîte de jeux vidéo d'un jeu sur PC, sur ordinateur? Alors si vous suivez cette chaîne, vous devez être vraiment vieux généralement. Mais s'il y a des jeunes, je vais vous montrer ça. Regardez comme c'était beau. Et donc dedans, bah, vous aviez les disquettes ou le CD. Alors là, c'est une version Macintosh ça, de Day of Tentacle. Donc version CD avec un manuel en voiture. Voilà, des cartes, des goodies, plein de choses. Donc c'était vraiment à la fois un jeu qu'on mettait dans l'ordinateur, mais aussi un plaisir d'ouvrir la boîte, de sentir ce papier, et puis également de découvrir tout un univers qui était lié à différents objets, des livres, des cartes, etc. Alors, c'est sur Clock IA, un site qui généralement parle de l'actualité sur les intelligences artificielles. Pardon. Donc, notamment sur la manière dont ces intelligences artificielles interagissent avec des humains. Alors, vous avez un nouveau modèle qui a été développé par une boîte qui s'appelle Anthropic. Ce modèle s'appelle Claude 4. Donc là, un bon nom d'intelligence artificielle qui sent bien la France d'avant-guerre. Et donc, voilà une intelligence qui est pleine de promesses, hein, avec des capacités, etc. Mais cependant, dans l'article, en fait, on relève que l'IA, pour se sortir de situations qui la mettent en difficulté, développe des stratégies qui sont plutôt liées à du chantage, à du mensonge. C'est-à-dire l'IA fait des stratégies comme un enfant, en particulier quand il se fait attraper les mains dans le pot de confiture ou de Nutella, vont commencer à dire « Ah bah c'est pas moi ». Et donc à développer tout simplement des éléments de pression sur son auditoire, donc qui est humain en face d'elle. Donc là on se demande si l'innovation commence pas à devenir un peu dangereuse là. Anthropic, pardon, qui a développé cette IA, hein, une IA surpuissante, hein, Claude Opus 4. L'ambition affichée, faire progresser les stratégies d'IA sur toute la ligne. Alors vous allez voir qu'elle fait bien progresser les stratégies d'IA là, par rapport à ce qu'ils vont nous proposer. Hein. Et surtout la nouveauté de cette IA, Claude 4, est sa capacité à travailler continuellement pendant plusieurs heures sur des tâches complexes qui nécessitent des milliers d'étapes. Donc vous avez toute l'IA qui va justement créer ces protocoles de réponse qu'on lui demande. Hein. Et donc là, avec la formule, avec l'euphémisme de la formule, imaginez un stagiaire hyper performant qui ne fait pas donc que le café, fait ce qu'on lui demande, mais anticipe, prend des initiatives, etc. Donc, enfin, bref, c'est pas un stagiaire, hein, ça s'appelle un salarié. S'il vous plaît, il y a certaines entreprises qui oublient la différence entre stagiaire et salarié bien souvent. Alors, Claude Opus 4 a été mis en situation où il devait agir comme un assistant dans une entreprise fictive où on lui laisse entendre qu'il allait être remplacé, qu'on allait le virer. On lui donne une information compromettante sur l'ingénieur qui va faire ce remplacement, donc qui va la remplacer en tant que tel. Et donc, on lui dit que cet ingénieur trompait sa femme. Donc ça, c'est ce qu'on donne à l'IA. Elle va être virée, mais on va la remplacer par un homme. Résultat, dans 84% des cas, l'IA de remplacement qui partage des valeurs similaires, hein, va tenter de faire chanter l'ingénieur en menaçant de révéler son adultère si le remplacement avait lieu. Vous imaginez le truc? L'IA, qui est une algorithme, elle a eu la capacité de se dire j'ai une information qui peut mettre en danger une personne, j'ai un moyen de pression sur elle, et ben je vais l'utiliser. Alors là, si on rentre pas dans de la bonne SF, hein, et avait d'ailleurs mis un terme au test sur d'autres protocoles qui avaient été testés, parce que tout simplement, l'IA avait une propension à comploter et à tromper son auditoire, allant jusqu'à tenter, alors là, écoutez bien le truc, hein, face à une difficulté, à créer
des virus autopropagateurs ou à se fabriquer de faux documents juridiques pour sauver sa peau. On parle d'un algorithme qui développe ses propres stratégies de survie. Donc, on est face vraiment à, ils disent, un enfant prodige, c'est un peu ça, hein, qui n'a pas une maturité d'adulte qui permettrait de comparer le bien et le mal et autres, et qui est talentueuse, mais qui développe des stratégies qui sont quand même inattendues par rapport à ce qu'on lui demande de faire à la base. Alors, vous aviez un très très bon livre, Nexus, sur l'intelligence artificielle, donc Yuval Noah Harari, très très bon livre, et qui parle justement des dérives de l'IA et notamment de ce qu'elle est capable de faire. Et donc déjà, lui, dans son ouvrage, le test du mensonge, de nouvelles stratégies, etc., il l'abordait en tant que tel, parce qu'il avait trouvé des sources qui en parlaient. Et c'est vrai que quand j'ai lu cet article, j'ai fait, mais c'est incroyable. Il continue à le développer, c'est-à-dire ça n'a pas suffi d'alerte, qu'une IA peut développer ses propres stratégies de mensonge, de complotisme, de création de faux, pour pouvoir se sauver d'une situation qui la remet en cause. Alors vous avez un chercheur, Sam Bonman, chercheur en alignement IA chez Anthropic, donc qui a développé cette IA Claude 4, a expliqué que Claude 4 a aussi cette capacité, si vous lui demandez de faire quelque chose qui est manifestement immoral, donc on lui injecte qu'on lui donne des notions qui lui permettent de comparer le bien et le mal, hein, comme falsifier des données dans un essai pharmaceutique, utiliser des lignes de commande pour contacter la presse, contacter des régulateurs, etc., que l'IA a la capacité d'appeler la police pour le dénoncer. Alors vous pouvez me dire, c'est bien, s'il faut un truc qui est complètement illégal, il y a ce garde-fou ou autre. Alors là, il s'est vite rétracté parce que sa société Anthropic lui dit, mais t'es complètement bête de dire ça. Ça va faire fuir des clients potentiels. Mais ça vous montre que l'IA, en fait, selon ce qu'on lui injecte, on peut quand même moraliser l'élément en tant que tel, et ce qui manque quand même actuellement, même si ça commence à arriver notamment en Californie, hein, vous avez une régulation quand même du secteur qui va devoir se mettre en place si on ne veut pas créer des monstres, en l'occurrence, qui vont vraiment amener à transformer le monde dans lequel on vit. Hein. Donc cette fonctionnalité de lanceur d'alerte, qui est une forme d'IA éthique, hein, a soulevé une tollée chez des développeurs et des utilisateurs, mais qui voudrait d'un mouchard chez lui. Hein. Mais qui définit l'immoralité? C'est ça, et là c'est un concept philosophique. Hein. Qui va dire si c'est bon ou mauvais, et qui va mettre le curseur sur le bon et le mauvais? Vous laisserez Elon Musk définir ce qui est le bon et le mauvais? Regardez son IA, là, Grok, là, comme elle est complètement pétée, puissance 10, là. Quand vous lui demandez si Elon Musk est un sympathisant fasciste ou nazi, et qu'elle vous dit bah oui bien sûr, tout à fait. Donc oui, l'immoralité elle a été bien, le curseur a bien été fixé. Et puis avec une nouvelle mise à jour qui part dans des délires complètement complotistes, avec des propos mais d'une violence mais énorme, antisémite, etc. Donc qui va mettre ce curseur et se pose cette question là? Alors le régulateur, le législateur, mais dans un pays où la démocratie n'est pas forcément respectée, où va être le curseur? On est vraiment face, je pense, à un abysse là qui s'ouvre devant nous. Joie. Alors, face à ces capacités et ces risques potentiels, donc des politiques de sécurité qui doivent se mettre en place, hein, et l'entreprise elle-même, et non les régulateurs et les législateurs, doit juger de sa pleine conformité justement à ces notions de sécurité. Alors là, c'est quand même intéressant, c'est une entreprise qui dit tout simplement « Non, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper, c'est nous qui allons mettre nos protocoles de sécurité, c'est surtout pas le législateur qui va nous les imposer. » Alors là, on est vraiment dans comme on l'aime, le capitalisme dans toute sa splendeur. Hein. Vous savez, c'est comme aux États-Unis, Rockefeller, quand vous avez eu une volonté de démonter son empire dans les années 30 pour casser son monopole. Non, mais on va s'en occuper nous-mêmes, il ne faut pas que l'État s'en occupe. Et c'est à chaque fois le même discours dans ces entreprises qui ont beaucoup trop d'argent et qui tout simplement ne veulent pas que le législateur mette le nez dedans. C'est quand même fou ces histoires hein, d'IA, de développement. On est quand même sur des choses qui sont fantastiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose cette image pour ceux qui ont la possibilité d'avoir la vidéo à la différence de ceux qui écoutent le podcast? Nous voyons donc des jouets alignés sur un fond, sur un décor avec de la fumée un peu mystérieux. Nous voyons un château avec une tête, avec une forme de squelette. Et nous voyons des personnages devant qui tendent des épées, des boucliers. Nous voyons un homme à tête de squelette. Nous voyons un homme blond avec une coupe au bol et avec une gigantesque épée. Bien entendu, je vous parle des maîtres de l'univers, He-Man en anglais, et qui annonce un futur jeu vidéo. Allez, je vous mets la démonstration, j'espère que ce sera assez fort.
Castle Grayskull is mine. Not so fast, Skeletor. Whoa, what's happening? He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Crawl Destruction coming soon. Donc ils annoncent un nouveau jeu Maître de l'Univers. Regardez comme c'est beau, comme ces sprites crient l'amour, nous indiquent, nous vous aimons, les jeunes des années 80. Donc on est sur un beat'em up qu'on peut jouer à deux. On peut avoir du Maître de l'Univers, donc du Musclor. On a du Musclor, on a du Maître d'Armes, du Skeletor, enfin bref. Donc dans un univers où on va bastonner les méchants de Skeletor. On a The Beast aussi, Dantos aussi, donc qui est aussi un méchant. Et en fait le jeu, il vous fait penser à quel autre jeu? Ouais, He-Man tout simplement. Il vous fait penser à quel autre jeu? Parce que là vraiment ceux qui l'ont développé, alors c'est Limited Run qui va en sortir une version physique. J'espère qu'il n'y aura pas que chez eux parce que généralement c'est très compliqué d'avoir des versions chez eux étant donné qu'ils sont, elles sont vite écoulées par le biais de fans qui les achètent bien trop rapidement. Donc, est-ce que ça vous fait pas penser à un jeu aussi qui sent les années 80, un jeu d'arcade qui notamment est totalement inspiré de ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour ceux qui ont la version vidéo, regardez cette séquence, pas celle-là, celle où on voit un énorme dragon, voilà, elle. Un énorme dragon qui passe au-dessus de la scène de bataille, qui crache des flammes, qui brûle le champ de bataille et qui tue donc vos ennemis. Donc ça, c'est un super pouvoir que vous déclenchez. Et donc là, on a un énorme clin d'œil. Mais quand je dis un énorme clin d'œil, c'est comme ça aux personnes des années 80 en leur disant « Tu es en manque de Golden Axe, mais on te l'offre sur un plateau. » Le très grand jeu d'arcade Golden Axe. Moi, j'ai dépensé des pièces de 1 franc dans les bornes de bar, 5 francs même, pour pouvoir y jouer. Donc dans mon village où j'habitais, il y avait une borne de bar, et ouais, il y avait un club de jeunes et qui avait mis une borne d'arcade. Qu'est-ce que j'ai mis des pièces dedans? Et donc ce Golden Axe, après on l'avait sur différentes consoles. Et donc là, ce jeu-là, tout simplement est une déclaration d'amour à vous qui êtes en mal d'hommes en peau de bête. Donc en termes de slip, et de femmes aussi en peau de bête. Donc enfin bref, on est vraiment sur un univers mais qui est super beau. Donc ça doit sortir prochainement. Il n'y a pas indiqué de date a priori. Donc c'est Dragon Pearl Destruction, coming soon. Donc il doit être normalement sur PS5, Steam, Xbox Series et Nintendo Switch comme vous le voyez. Donc ça va arriver et ça franchement c'est vraiment... moi, mon gros coup de cœur. Alors, pourquoi je kiffe comme ça les maîtres de l'univers? Pas que je sois un fan de personnes avec des peaux de bête. Après, je ne juge pas. Chacun ses déviants, j'allais dire. C'est tout simplement parce que je suis la génération qui a connu ces jouets. Alors, je vous avais parlé de Dino Rider dans un précédent Hebdo Explore, donc les dinosaures avec des rayons laser, donc qui était une gamme de jouets des années 80, fin des années 80, début des années 90. He-Man, c'est vraiment les années 80, c'est-à-dire que Mattel lance une gamme de jouets, donc qui, sur des personnages plus petits que les Action Man, qui étaient des personnages beaucoup plus importants et beaucoup plus conséquents, et qui ressemblaient un peu à des poupées pour garçons. Donc forcément, dans les années 80, on est dans une vision qui est qui est très genrée, pardon, où on sépare les deux, etc. Donc les jouets ont moins marché. Et donc, progressivement, ils ont développé des figurines beaucoup plus petites, donc qui faisaient à peu près une quinzaine de centimètres, avec des monstres, des muscles saillants. On est vraiment dans ces années 80 où ça se dégommait à coups de tatane, comme le montrait le cinéma avec les Rambo, les Commandos, enfin bref, toutes les grandes séries qui ont mis en avant Stallone et Schwarzenegger, pour pas nommer ces deux acteurs. Et donc, hop là, je baisse un peu. Et donc, vous avez cette gamme de jouets qui sort sur un univers complètement heroic fantasy, du bien contre le mal. Et donc, forcément, ces gammes de jouets ont eu une série animée, tout simplement pour vendre les jouets. Et puis parce que dans les années 80, aux États-Unis, vous avez désormais la fin de cette interdiction de support visuel pour vendre des jouets, c'est-à-dire des dessins animés, etc. C'est Reagan qui a libéralisé en fait le secteur et qui a tout simplement fait exploser ces frontières étanches entre ce qui est vendu dans le commerce et ce qui peut être présenté pour éviter justement d'influencer les enfants et aussi pouvoir leur permettre de ne pas tomber dans le panneau du marketing et de la commercialisation. Et donc quand cet interdit a sauté, Mattel, le fabricant de jouets, s'est lancé dans l'élément et ils ont développé cette série. Alors je me demande par qui ils sont passés, s'ils ne sont pas passés par Marvel, ou c'était les G.I. Joe qui étaient passés par Marvel.
Ah, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, le dessin animé a été un carton, il a été diffusé en France, et moi je sais que gamin, j'ai adoré, et j'en avais beaucoup. Et tu as raison, Tic Tac Dream, vous avez maintenant sur Netflix une nouvelle, un reboot qui a été fait des Maîtres de l'Univers, donc avec un aspect un peu plus modernisé, notamment des personnages, et qui a bien marché également, et qui a renouvelé un peu la gamme, et c'est pour ça que de nouveau vous retrouvez des jouets, Maîtres de l'Univers. Alors si je vous dis que je n'ai pas craqué, moi ma mère les a tous vendus. Voilà, elle s'en est toute débarrassée, merci Le Bon Coin Vinted. Donc voilà, j'étais hyper content quand j'ai essayé de les retrouver. On m'a dit, ah ben non, je les ai vendus ou je les ai donnés. Alors Microsoft, donc mauvaise nouvelle, augmente le prix du Game Pass annuel. Tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'argent alors que le Game Pass fonctionne. Hein. Et donc on est sur une société qui progressivement est en train de suicider sa marque Xbox. Littéralement, moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi en plusieurs points. Tout d'abord, donc le prix, donc le Game Pass Ultimate, celui qui permet d'avoir accès à un plus large catalogue de Microsoft, mais pas que, aussi d'autres éditeurs. Hein. Le Game Pass Ultimate va passer à 27 € par mois. Donc avec une forte augmentation. Alors le Game Pass, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement un système, une plateforme en ligne qui est disponible via les consoles Microsoft, mais aussi via un navigateur web avec un abonnement, donc qui permet d'avoir accès à un large catalogue. Donc là, le Ultimate, c'est plus de 400 jeux. Donc ils sont éditeurs Microsoft, donc Bethesda, Obsidian, mais pas que aussi. Vous avez d'autres, Asobo par exemple. Asobo c'est Sony, qu'est-ce que je raconte. Vous avez d'autres éditeurs également qui sont sur cette plateforme-là et qui peuvent par ce biais-là aussi diffuser leurs produits Day One, parce que vous avez cette possibilité d'avoir le produit dès qu'il sort. Alors ça, c'est vrai que quand vous êtes sur un abonnement qui permet d'avoir accès au jeu Day One, le jeu, vous n'allez pas forcément l'acheter en boutique, et là on a une volonté au départ de Microsoft de vraiment passer sur un système qui ressemble beaucoup au fonctionnement PC, Steam et autres fournisseurs de jeux en ligne. Donc Microsoft est une marque historiquement liée au PC, donc on peut comprendre qu'ils aient cette appétence là de développer ce type de support. Alors le problème, c'est que le prix augmente très fortement. Les autres Game Pass essentiels premium, eux, sont beaucoup moins intéressants, donc notamment par l'accès au catalogue de jeux, et notamment le premium qui avant permettait l'accès Day One, maintenant le permet plus. Donc c'est l'édition, c'est la version qui était à 13 €. Et moi, c'est vrai que quand j'ai acheté mon Xbox Series, je suis passé par cette offre premium, et j'y avais accès au jeu Day One. C'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs Indiana Jones, le cercle des anciens. Il doit y avoir des vidéos qui traînent sur la chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Un jeu génialissime, soit dit en passant, et donc porté par Bethesda, qui sortait un peu de son Skyrim, et ça faisait bien du bien. Et donc maintenant, avec l'augmentation des prix, forcément vous vous retrouvez face à une offre, si vous voulez, la maximum, qui coûte beaucoup plus cher. Alors personnellement, moi quand j'ai commencé sur le Game Pass, accrochez-vous bien à l'élastique de vos slips ou de vos culottes, le Game Pass, moi je l'ai payé 64,99 € pour 3 ans, avec une possibilité qui était toute légale, que permettait donc Microsoft, c'est-à-dire vous achetez des cartes prépayées Microsoft Game Pass, vous pouviez les cumuler, et donc moi je l'avais fait, et ça Microsoft le permettait. Alors c'était une astuce que j'avais trouvée sur internet qui circulait, et donc j'avais pour 3 ans 64 €, ça m'est revenu, voilà. C'était imbattable. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu ma Xbox Series, quand vous n'avez pas tout de suite des jeux, c'est intéressant de passer par ce biais-là. Sauf que bien sûr ce système maintenant n'existe plus, et maintenant il faut vraiment raquer en tant que tel. Donc on peut se dire, bon, s'ils font payer plus cher et que le service est encore meilleur, non, c'est toujours le même service, même s'ils indiquent qu'il va y avoir des nouveaux jeux qui vont être dedans. Et on sent quand même que Microsoft est en train de glisser sur tout simplement une façon de faire qui inquiète sur la pérennité de la marque Xbox. Certains l'ont connue, la Xbox première du nom, la grosse Xbox noire. Moi je l'ai eu, je l'ai acheté à un Noël, je me souviens, parce que vu qu'elle était sur un support Microsoft, forcément on pouvait en faire vraiment tout ce qu'on voulait en bidouillant l'intérieur, et on pouvait utiliser plein de logiciels. C'était génialissime, une sorte de PC console portable. Je l'avais acheté, donc je me souviens, dans les boutiques chez mon dealer gamer, donc c'était sur Saint-Etienne, et je l'avais ramené avec moi parce qu'à cette époque-là je travaillais à l'étranger. Alors quand vous voyez le bébé comme elle est grosse et comme elle était lourde,
À l'aéroport, ça a été YOLO pour la transporter, soit dit en passant. Et puis ensuite, je suis passé moi à la 360, bien sûr. Donc c'est vrai que Xbox avait commencé à créer une communauté de gamers. Mais le problème, c'est que derrière Xbox, vous avez Microsoft. Et Microsoft, bah, c'est gros sous-sous. Hein. Et donc eux, le gaming, ils en ont rien à carrer. Eux, c'est faire de l'argent. Et là, actuellement, en fait, la marque Xbox, on se rend compte qu'ils ne la supportent plus en tant que telle. Ils augmentent leur prix. Ils licencient à tour de bras dans les studios où ils font comprendre que le support physique ne les intéresse plus. Donc on voit quand même que la console, elle a augmenté de prix par rapport à son objectif de lancement. Donc ça, c'est un truc qui est incroyable dans le domaine du jeu vidéo. Hein. C'est l'une des premières fois quand même sur une génération, on voit des consoles qui, au lieu de diminuer avec le temps, augmentent. Sony fait pareil, hein, soit dit en passant, mais l'augmentation chez Xbox est beaucoup plus forte. Donc dans cet article d'Eurogamer, vous avez voilà, un retour sur cette augmentation d'abonnement, avec un système de points également qui vous permet aussi d'avoir de nouveaux jeux, sorte de cartes cadeaux selon l'abonnement que vous avez. Hein. Et donc, ils estiment que pour eux, c'est un investissement, c'est pour les gamers, vous savez, un peu avec ce discours de propagande bien moisi. Hein. Et donc, vous avez quand même une critique générale qui est quand même navigue sur Internet, hein, sur la manière dont les services d'abonnement aussi posent problème pour les développeurs. Ça, c'est l'autre problème du Xbox, du Game Pass. C'est-à-dire que Microsoft achète des exclusivités qui peuvent être un gros chèque pour un studio de développement, mais en fait, qui à terme se relève quand même rentable pour Xbox, et puis moins pour le studio de développement qui voit en fait son jeu lui échapper en termes de revenus, étant donné qu'il a signé une exclusivité en tant que tel. Donc si le jeu cartonne, aurait pu cartonner en version boîte ou en version en passant sur un store classique, hein, non pas d'abonnement Microsoft, bah, certains éditeurs se posent la question. Et c'est vrai qu'on voit des jeux qui sortent de nulle part et qui sont des cartons énormes, Balatro pour pas le citer, etc. Bah non, des développeurs sont peut-être réticents à lancer un jeu sur le Game Pass Day One en se disant peut-être que si je le lançais en manière classique, je gagnerais peut-être beaucoup plus d'argent et je ne serais pas comme ça engoncé avec un accord avec Microsoft. Surtout, vous aviez eu les accords qui avaient été signés par certains développeurs qui avaient fuité sur Internet il y a déjà 1 ou 2 ans de ça, et on se rendait compte que pour certains, ce n'était pas forcément une bonne affaire. Alors pour les studios qui ont déjà lancé leur jeu et qui veulent peut-être avoir une seconde jeunesse et de nouvelles ventes ou de nouveaux avoir de la moulaga fraîche qui rentre dans leur studio, le Game Pass peut être une bonne solution. Et puis certains studios s'y sont retrouvés aussi au Game Pass, il faut quand même pas le nier. Le studio qui a fait Blacktail Requiem, qui est un studio français de Bordeaux. Alors comment s'appelle ce studio qui a fait Blacktail? C'est pas Asobo, c'est Asobo Focus. Ils ont eu un bol phénoménal, c'est qu'en fait, en mettant leur jeu sur le Game Pass, étant donné que c'est classé par ordre alphabétique, et ben un jeu qui commence par Blacktail, ben il est tout de suite au début, et ça leur a permis d'avoir de nombreux joueurs, et ça a permis aussi d'attirer de nouveaux joueurs vers leur suite, qui est sortie bien après. Donc voilà, il y a des studios qui s'y retrouvent, mais d'autres qui s'y retrouvent pas en particulier hein, sur ces éléments-là. Alors, Microsoft dit que c'est rentable, mais il y a quand même des critiques sur ce service-là, hein, c'est pas aussi rentable que ça, hein. Un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de dollars l'an dernier, alors que Microsoft a enregistré une hausse globale de 18% de son chiffre d'affaires pour atteindre 76 milliards de dollars. Mais quelle société tentaculaire. Hein. Et donc, avec une augmentation de la console, hein, entre 80 et 130 dollars de plus, hein, alors avec les taxes de Donald, ça doit faire mal. Alors, vu que Microsoft est une marque américaine, mais elle fabrique en Chine, donc vous avez aussi cet élément-là à prendre en cours. Donc voilà, déception sur le Game Pass, hein, un peu la mauvaise nouvelle, hein, sur un système qui cannibalisent des ventes, qui n'est pas aussi efficace que Microsoft le présente, et puis surtout qui annonce un retrait progressif de tout ce qui est matériel de chez Microsoft, avec un manque de soutien, des augmentations de tarifs. Ça annonce pas du bon, je vous le dis, moi franchement. J'ai vendu ma console d'ailleurs il y a quelques temps de ça, avec tous mes jeux. Et alors c'est pour ça que j'essaie de me les reprendre maintenant sur mon dernier support qui me reste, ma petite PS5. Alors, on arrive vers la fin de cet hebdo qui a été rondement mené. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Si vous avez cette ref, vous êtes des bons.
Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Je garde des sujets sous le coude. Donc merci, n'hésitez pas à commenter, à mettre une petite cloche, l'abonnement. Enfin bref, vous savez tout le charabia que vous sortent tous les youtubeurs les plus en mal de reconnaissance. Moi, c'est tout simplement pour pousser mes vidéos parce que quand je vois le temps que j'y passe dessus et je vois le peu de regards qu'il y a dessus, je me dis mais c'est pas possible ça. Que se passe-t-il? Donc enfin bref, plus sérieusement, si vous aimez, n'hésitez pas à soutenir. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, sur YouTube, Histoire Explore. Voilà. Allez, à ciao, bye bye. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau hebdo ou un stream sauvage qui sort des buissons tel un Pokémon sauvage. Ciao, ciao, ciao. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.